Bedfordshire. Wrestlingworth. Chambre à coucher d'environ 12 pieds de long sur 10 de large. Il y en a beaucoup de plus petites. L'étroite cabane d'un seul étage est souvent partagée au moyen de planches en 2 chambres à coucher. Il y a quelquefois un lit dans une cuisine haute de 5 pieds 6 pouces. Loyer 3 livres sterling par an. Il faut que les locataires construisent eux-mêmes leur lieu d'aisance, le propriétaire ne leur fournissant que le trou. Dès que l'un d'eux a construit ses latrines, elles servent à tout le voisinage. Une maison du nom de Richardson était une vraie merveille. Ses murs de mortier ballonnaient comme une crinoline qui fait la révérence. À une extrémité, le pignon était convexe, à l'autre concave. De ce côté-là se dressait une malheureuse cheminée, espèce de tuyau recourbé fait de bois et de terre glaise, pareil à une trompe d'éléphant. Pour l'empêcher de tomber, on l'avait appuyé à un fort bâton, les portes et les fenêtres étaient en losange. Sur 17 maisons visitées, 4 seulement avaient plus d'une chambre à coucher, et ces 4 étaient encombrés. Les cottages à une seule chambre abritaient tantôt 3 adultes et 3 enfants, tantôt un couple marié avec 6 enfants, etc. Dunton. Loyer très élevé de 4 à 5 livres sterling par an. Salaire des hommes, 10 shillings par semaine. Ils espèrent que le travail domestique, tressage de la paille, leur permettra de payer cette somme. Plus le loyer est élevé, plus il faut être en nombre pour pouvoir l'acquitter. 6 adultes qui occupent avec 4 enfants une chambre à coucher payent un loyer de 3 livres sterling 10 shillings. La maison louée le meilleur marché, longue de 15 pieds et large de 10 à l'extérieur, se paye 3 livres sterling. Une seule des 14 maisons visitées avait 2 chambres à coucher. Un peu avant le village se trouve une maison dont les murs extérieurs sont souillés d'ordures par les habitants. La putréfaction a enlevé 5 pouces du bas de la porte, une seule ouverture, ménagée ingénieusement le soir au moyen de quelques tuiles poussées du dedans au dehors, et couverte avec un lambeau de natte. Là, sans meubles, étaient entassés 3 adultes et 5 enfants. Dunton n'est pas pire que le reste de la Biggleswood Union. 2. Berkshire. Beanham. En juin 1864, un homme demeurait dans un cottage à un seul étage, avec sa femme et 4 enfants. Une de ses filles, atteinte de la fièvre scarlatine et obligée de quitter son emploi, arrive chez lui. Elle meurt. Un enfant tombe malade et meurt également. La mère et un autre enfant étaient atteints du typhus lorsque le docteur Hunter fut appelé. Le père et un deuxième enfant couchaient au dehors, mais ce qui montre combien il est difficile de localiser l'infection, le linge de cette famille avait été jeté là, sur le marché encombré du misérable village, en attendant le blanchissage. Loyer de la maison de H, 1 shilling par semaine. Dans l'unique chambre à coucher, un couple et 6 enfants. Une autre maison louée 8 pence par semaine. 14 pieds 6 pouces de long, 7 pieds de large. Cuisine 6 pieds de haut. La chambre à coucher sans fenêtre, sans foyer, sans porte ni ouverture si ce n'est vers le couloir. Pas de jardin. Un homme y demeurait il y a peu de temps avec 2 filles adultes et un fils adolescent. Le père et le fils couchaient dans le lit, les jeunes filles dans le couloir. À l'époque où elles habitaient là, elles avaient chacune un enfant. Seulement, l'une d'elles était allée faire ses couches au workhouse et était revenue ensuite. 3. Buckinghamshire. 30 cottages, sur 1000 acres de terrain, contiennent de 130 à 140 personnes environ. La paroisse de Bradenham comprend une superficie de 1000 acres. Elle avait en 1851 36 maisons et une population de 84 hommes et 54 femmes. En 1861, cette inégalité entre les sexes n'existait plus. Les personnes du sexe masculin étaient au nombre de 98 et celles du sexe féminin de 97, donnant une augmentation de 14 hommes et de 33 femmes en 10 ans. Mais il y avait une maison de moins. Winslow. Une grande partie de ce village a été nouvellement bâtie dans le grand style. Les maisons y paraissent être très recherchées, car de misérables huttes sont louées 1 shilling et 1 shilling 3 pence par semaine. Water Eaton. Ici, les propriétaires, s'apercevant de l'accroissement de la population, ont détruit environ 20% des maisons existantes. Un pauvre ouvrier qui avait à faire près de 4 miles pour se rendre à son travail, et auquel on demandait s'il ne pourrait pas trouver un logement plus rapproché, répondit « Non, c'est impossible, ils se garderont bien de loger un homme avec autant de familles. » Tinker's Hand, près de Winslow. Une chambre à coucher dans laquelle se trouvaient 4 adultes et 4 enfants, avec 11 pieds de long, 9 de large et 6 pieds 5 pouces de haut dans l'endroit le plus élevé.
Une autre, longue de 11 pieds 5 pouces, large de 9 et haute de 5 pieds 10 pouces, abritait 10 personnes. Chacune de ces familles avait moins de place qu'il n'en est accordé à un galérien. Pas une seule maison n'avait plus d'une chambre à coucher, pas une seule porte de derrière. De l'eau très rarement. Le loyer de 1 shilling 4 pence à 2 shillings par semaine. Sur 16 maisons visitées, il n'y avait qu'un seul homme qui gagnât par semaine 10 shillings. La quantité d'air pour chaque personne, dans les cas ci-dessus, correspond à celle qui lui reviendrait si on l'enfermait la nuit dans une boîte de 4 pieds cubes. Il est vrai que les anciennes masures laissent pénétrer l'air par différentes voies. 4. Cambridgeshire. Gamblingay appartient à divers propriétaires. On ne trouverait nulle part des cotes plus misérables et plus délabrées. Grand tressage de paille. Il y règne une langueur mortelle et une résignation absolue à vivre dans la fange. L'abandon dans lequel se trouve le centre du village devient une torture à ses extrémités nord et sud, où les maisons tombent morceau par morceau en pourriture. Les propriétaires absentéistes saignent à blanc les malheureux locataires. Les loyers sont très élevés, 8 à 9 personnes sont entassées dans une seule chambre à coucher. Dans 2 cas, 6 adultes, chacun avec 2 ou 3 enfants, dans une petite chambre. 5. Essex. Dans ce comté, un grand nombre de paroisses voient diminuer à la fois les cottages et les personnes. Dans 22 paroisses, cependant, la destruction des maisons n'a pas arrêté l'accroissement de la population, ni produit, comme partout ailleurs, l'expulsion, qu'on appelle, entre guillemets, l'émigration vers les villes. À Fingring-How, une paroisse de 3443 acres, il y avait 145 maisons en 1851. Il n'y en avait plus que 110 en 1861, mais la population ne voulait pas s'en aller et avait trouvé moyen de s'accroître dans ces conditions. En 1851, Ramsden Craze était habité par 252 individus répartis dans 61 maisons. Mais en 1861, le nombre des premiers était de 282 et celui des secondes de 49. À Basildon, 157 individus occupaient, en 1851, 1827 acres et 35 maisons. 10 ans après, il n'y avait plus que 27 maisons pour 180 individus. Dans les paroisses de Fingring-How, Southfanbridge, Wilford, Basildon et Ramsden Craze, habitaient en 1851, sur 8449 acres, 1392 individus dans 316 maisons. En 1861, sur la même superficie, il n'y avait plus que 249 maisons pour 1473 habitants. 6. Herefordshire. Ce petit comté a plus souffert de l'esprit d'éviction entre guillemets que n'importe quel autre en Angleterre. À Madby, les cottages, bondés de locataires, presque tous avec 2 chambres à coucher, appartiennent pour la plus grande partie aux fermiers. Ils les louent facilement 3 ou 4 livres sterling par an à des gens qu'ils payent, eux, 9 shillings la semaine. 7. Huntingdonshire. Hartford avait, en 1851, 87 maisons. Peu de temps après, 19 cottages furent abattus dans cette petite paroisse de 1720 acres. Chiffre de la population en 1831, 452. En 1852, 832 et en 1861, 341. Visiter 14 cotes, dont chacun avec une seule chambre à coucher. Dans l'un, un couple marié, 3 fils et une fille adulte, 4 enfants, 10 en tout. Dans une autre, 3 adultes et 6 enfants. Une de ces chambres dans laquelle couchaient 8 personnes mesurait 12 pieds 10 pouces de long sur 12 pieds 2 pouces de large et 6 pieds 9 pouces de haut. En comptant les saillies, cela faisait 130 pieds cubes par tête. Dans les 14 chambres, 34 adultes et 33 enfants. Ces cottages sont rarement pourvus de jardinets, mais nombre d'habitants peuvent louer de petits lopins de terre, à 10 ou 12 shillings par rood, environ 17 pieds. Ces lots sont éloignés des maisons, lesquelles n'ont point de lieu d'aisance. Il faut donc que la famille se rende à son terrain pour y déposer ses excréments ou qu'elle en remplisse le tiroir d'une armoire, car cela se fait ici, sauf à votre respect. Dès que le tiroir est plein, on l'enlève pour le vider là où on en peut utiliser le contenu. Au Japon, les choses se font plus proprement. 8. Lincolnshire. Longtoft. Un homme habite ici dans la maison de Wright, avec sa femme, sa mère et 5 enfants. La maison se compose d'une cuisine, d'une chambre à coucher au-dessus et d'un évier. Les 2 premières pièces ont 12 pieds 2 pouces de long, 9 pieds 5 pouces de large. La superficie entière a 21 pieds 3 pouces de longueur sur 9 pieds 5 pouces de largeur.
La chambre à coucher est une mansarde dont les murs se rejoignent en pain de sucre vers le toit, avec une lucarne sur le devant. Pourquoi demeure-t-il ici? À cause du jardin? Il est imperceptible. À cause du bon marché? Le loyer est cher, 1 shilling 3 pence par semaine. Est-il près de son travail? Non, à 6 miles de distance, en sorte qu'il fait chaque jour un voyage de 12 miles, aller et retour. Il demeure ici parce que ce cot était à louer et qu'il voulait avoir un cot pour lui tout seul, n'importe où, à quelque prix que ce fût et dans n'importe quelle condition. Voilà la statistique de 12 maisons de Langtoft avec 12 chambres à coucher, 38 adultes et 36 enfants. Une maison de 8 personnes dont 3 adultes et 5 enfants. Une maison de 7 personnes dont 4 adultes et 3 enfants. Une maison de 8 personnes dont 4 adultes et 4 enfants. Une maison de 9 personnes dont 5 adultes et 4 enfants. Une maison de 4 personnes dont 2 adultes et 2 enfants. Une maison de 8 personnes dont 5 adultes et 3 enfants. Une maison de 6 personnes dont 3 adultes et 3 enfants. Une maison de 5 personnes dont 3 adultes et 2 enfants. Une maison de 2 personnes, 2 adultes. Une maison de 5 personnes dont 2 adultes et 3 enfants. Une maison de 6 personnes dont 3 adultes et 3 enfants. Une maison de 6 personnes dont 2 adultes et 4 enfants. 9. Kent. Kennington était fâcheusement surchargé de population en 1859 quand la diphtérie fit son apparition et que le chirurgien de la paroisse organisa une enquête officielle sur la situation de la classe pauvre. Il trouva que dans cette localité, où il y a toujours beaucoup de travail, nombre de cots avaient été détruits sans être remplacés par de nouveaux. Dans un district se trouvaient 4 maisons surnommées les cages, bird cages. Chacune d'elles avait 4 compartiments, avec les dimensions suivantes en pieds et en pouces. Cuisine, 9,5 x 8,11 x 6,6. Évier, 8,6 x 4,6 x 6,6. Chambre à coucher, 8,5 x 5,10 x 6,3. Chambre à coucher, 8,3 x 8,4 x 6,3. 10. Northamptonshire. Dans ces villages, une trentaine d'hommes, sans travail l'hiver, battent le pavé. Les fermiers ne font pas toujours suffisamment labourer les terres à blé ou à racines, et le propriétaire a jugé bon de réduire toutes ces fermes à 2 ou 3. De là, manque d'occupation. Tandis que d'un côté du fossé, la terre semble appeler le travail, de l'autre, les travailleurs frustrés jettent sur elle des regards d'envie. Exténués de travail l'été et mourant presque de faim l'hiver, rien d'étonnant s'ils disent dans leur patois que « The parson and gentlefolks seem freed to death at them », que les curés et les nobles semblent s'être donné le mot pour les faire mourir. À Floor, on a trouvé, dans des chambres à coucher de la plus petite dimension, des couples avec 4, 5, 6 enfants, ou bien 3 adultes avec 5 enfants, ou bien encore un couple avec le grand-père, et 6 malades de la fièvre scarlatine, etc. Dans 2 maisons de 2 chambres, 2 familles de 8 et 9 adultes chacune. 11. Wiltshire. Stratton. Visiter 31 maisons, 8 avec une seule chambre à coucher. Pentil, dans la même paroisse. Un cot, loué 1 shilling 3 pence par semaine à 4 adultes et 4 enfants, n'avait, sauf les murailles, rien de bon, depuis le plancher carrelé de pierres grossièrement taillées jusqu'à la toiture de paille pourrie. 12. Worcestershire. La destruction des maisons n'a pas été aussi considérable. Cependant, de 1851 à 1861, le personnel s'est augmenté par maison de 4,2 individus à 4,6. Batsay. Ici, beaucoup de cots et de jardins. Quelques fermiers déclarent que les cots sont « a great nuisance here because they bring the poor ». Les cots font beaucoup de tort parce que cela mène les pauvres. Ouvrez les guillemets. Que l'on bâtisse 500 cots, dit un gentleman, et les pauvres ne s'en trouveront pas mieux. En réalité, plus on en bâtit et plus il en faut. Fermez les guillemets. Pour ce monsieur, les maisons engendrent les habitants, lesquels naturellement pressent à leur tour sur les moyens d'habitation. Mais ces pauvres, remarque à ce propos le Dr Hunter, ouvrez les guillemets, doivent pourtant venir de quelque part, et puisqu'il n'y a ni charité, ni rien qui les attire particulièrement à Batsay, il faut qu'ils soient repoussés de quelque autre localité plus défavorable encore, et qu'ils ne viennent s'établir ici que faute de mieux. Si chacun pouvait avoir un cot et un petit morceau de terre tout près du lieu de son travail, il l'aimerait assurément mieux qu'à Batsay, où la terre lui est louée 2 fois plus cher qu'au fermier. Fermez les guillemets.
L'émigration continuelle vers les villes, la formation constante d'une surpopulation relative dans les campagnes, par suite de la concentration des fermes, de l'emploi des machines, de la conversion des terres arables en packages, etc., et l'éviction non interrompue de la population agricole, résultant de la destruction des cottages, tous ces faits marchent de front. Moins un district est peuplé, plus est considérable sa surpopulation relative, la pression que celle-ci exerce sur les moyens d'occupation et l'excédent absolu de son chiffre sur celui des habitations, plus ce trop-plein occasionne dans les villages un entassement pestilentiel. La condensation de troupeaux d'hommes dans des villages et des bourgs correspond au vide qui s'effectue violemment à la surface du pays. L'incessante mise en disponibilité des ouvriers agricoles, malgré la diminution positive de leur nombre et l'accroissement simultané de leurs produits, est la source de leur paupérisme. Ce paupérisme éventuel est lui-même un des motifs de leur éviction et la cause principale de leur misère domiciliaire qui brise leur dernière force de résistance et fait d'eux de purs esclaves, des propriétaires et des fermiers. Note 202. C'est ainsi que l'abaissement du salaire au minimum devient pour eux l'état normal. D'un autre côté, malgré cette surpopulation relative, les campagnes restent en même temps insuffisamment peuplées. Cela se fait sentir non seulement d'une manière locale, sur les points où s'opère un rapide écoulement d'hommes vers les villes, les mines, les chemins de fer, etc., mais encore généralement en automne, au printemps et en été, au moment fréquent où l'agriculture anglaise, si soigneuse et si intensive, a besoin d'un supplément de bras. Il y a toujours trop d'ouvriers pour les besoins moyens, toujours trop peu pour les besoins exceptionnels et temporaires de l'agriculture. Note 203. Aussi les documents officiels fourmillent-ils de plaintes contradictoires, faites par les mêmes localités, à propos du manque et de l'excès de bras. Le manque de travail temporaire ou local n'a point pour résultat de faire hausser le salaire, mais bien d'amener forcément les femmes et les enfants à la culture du sol et de les faire exploiter à un âge de plus en plus tendre. Dès que cette exploitation des femmes et des enfants s'exécute sur une plus grande échelle, elle devient à son tour un nouveau moyen de rendre superflu le travailleur mâle et de maintenir son salaire au plus bas. L'Est de l'Angleterre nous présente un joli résultat de ce cercle vicieux, le système des bandes ambulantes, gang system, sur lequel il nous faut revenir ici. Note 204. Ce système règne presque exclusivement dans le Lincolnshire, le Huntingdonshire, le Cambridgeshire, le Norfolkshire, le Suffolkshire et le Nottinghamshire. On le trouve employé çà et là dans les comtés voisins du Northampton, du Bedford et du Rutland. Prenons pour exemple le Lincolnshire. Une grande partie de la superficie de ce comté est de date récente. La terre, jadis marécageuse, y a été, comme en plusieurs autres comtés de l'Est, conquise sur la mer. Le drainage à la vapeur a fait merveille, et aujourd'hui ces marais et ces sables portent l'or des belles moissons et des belles rentes foncières. Il en est de même des terrains d'alluvion, gagnés par la main de l'homme, comme ceux de l'île d'Axholm et des autres paroisses sur la rive du Trent. À mesure que les nouvelles fermes se créaient, au lieu de bâtir des nouveaux cottages, on démolissait les anciens et on faisait venir les travailleurs de plusieurs miles de distance, des villages ouverts situés le long des grandes routes qui serpentent au flanc des collines. C'est là que la population trouva longtemps son seul refuge contre les longues inondations de l'hiver. Dans les fermes de 400 à 1000 acres, les travailleurs à demeure, on les appelle confined labourers, sont employés exclusivement aux travaux agricoles permanents, pénibles et exécutés avec des chevaux. Sur 100 acres environ, c'est à peine si l'on trouve en moyenne un cottage. Un fermier de marais, par exemple, s'exprime ainsi devant la commission d'enquête. Ouvre les guillemets. Ma ferme s'étend sur plus de 320 acres, tout en terre à blé. Elle n'a point de cottage. À présent, je n'ai qu'un journalier à la maison. J'ai 4 conducteurs de chevaux, logés dans le voisinage. L'ouvrage facile, qui nécessite un grand nombre de bras, se fait au moyen de bandes. Note 205, fermez les guillemets. La terre exige certains travaux de peu de difficulté, tels que le sarclage, le houage, l'épierrement, certaines parties de la fumure, etc. On y emploie des gangs ou bandes organisées, qui demeurent dans les localités ouvertes. Une bande se compose de 10 à 40 ou 50 personnes, femmes, adolescents des deux sexes, bien que la plupart des garçons soient éliminés vers leur 13e année, enfants de 6 à 13 ans. Son chef, le gangmaster, est un ouvrier de campagne ordinaire, presque toujours ce qu'on appelle un mauvais sujet, vagabond, noceur, ivrogne, mais entreprenant et doué de savoir-faire. C'est lui qui recrute la bande, destinée à travailler sous ses ordres et non sous ceux du fermier.
Comme il prend l'ouvrage à la tâche, son revenu, qui en moyenne ne dépasse guère celui de l'ouvrier ordinaire, note 206, dépend presque exclusivement de l'habileté avec laquelle il sait tirer de sa troupe, dans le temps le plus court, le plus de travail possible. Les fermiers savent par expérience que les femmes ne font tous leurs efforts que sous le commandement des hommes, et que les jeunes filles et les enfants, une fois en train, dépensent leurs forces ainsi que l'a remarqué Fourier, avec fougue, en prodigue, tandis que l'ouvrier mâle adulte cherche, en vrai sournois, à économiser les siennes. Le chef de bande, faisant le tour des fermes, est à même d'occuper ses gens pendant 6 ou 8 mois de l'année. Il est donc pour les familles ouvrières une meilleure pratique que le fermier isolé, qui n'emploie les enfants que de temps à autre. Cette circonstance établit si bien son influence que dans beaucoup de localités ouvertes on ne peut se procurer les enfants sans son intermédiaire. Il les loue aussi individuellement aux fermiers, mais c'est un accident qui n'entre pas dans le système des bandes. Les vices de ce système sont l'excès de travail imposé aux enfants et aux jeunes gens, les marches énormes qu'il leur faut faire chaque jour pour se rendre à des fermes éloignées de 5, 6 et quelquefois 7 miles, et pour en revenir. Enfin, la démoralisation de la troupe ambulante. Bien que le chef de bande, qui porte en quelques endroits le nom de driver, piqueur, conducteur, soit armé d'un long bâton, il ne s'en sert néanmoins que rarement et les plaintes de traitement brutal sont l'exception. Comme le preneur de rats de la légende, c'est un charmeur, un empereur démocratique. Il a besoin d'être populaire parmi ses sujets, et se les attache par les attraits d'une existence de bohème, vie nomade, absence de toute gêne, gaillardise bruyante, libertinage grossier. Ordinairement, la paye se fait à l'auberge, au milieu de libations copieuses. Puis on se met en route pour retourner chez soi, titubant, s'appuyant de droite et de gauche sur le bras robuste de quelques virago. Le digne chef marche en tête de la colonne, tandis qu'à la queue, la jeune troupe folâtre et entonne des chansons moqueuses ou obscènes. Ces voyages de retour sont le triomphe de la phanérogamie, comme l'appelle Fourier. Il n'est pas rare que des filles de 13 ou 14 ans deviennent grosses du fait de leurs compagnons du même âge. Les villages ouverts, souches et réservoirs de ces bandes, deviennent des Sodomes et des Gomorres, note 207, où le chiffre de naissance illégitime atteint son maximum. Nous connaissons déjà la moralité des femmes mariées, qui ont passé par une telle école. Note 208. Leurs enfants sont autant de recrues prédestinées de ces bandes, à moins pourtant que l'opium ne leur donne auparavant le coup de grâce. La bande, dans la forme classique que nous venons de décrire, se nomme bande publique, commune ou ambulante, public, common or tramping gang. Il y a aussi des bandes particulières, private gangs, composées des mêmes éléments que les premières mais moins nombreuses, et fonctionnant sous les ordres non d'un chef de bande, mais de quelques vieux valets de ferme, que son maître ne saurait autrement employer. Là, plus de gaieté ni d'humeur bohémienne, mais au dire de tous les témoins, les enfants y sont moins payés et plus maltraités. Ce système, qui depuis ces dernières années ne cesse de s'étendre, note 209, n'existe évidemment pas pour le bon plaisir du chef de bande. Il existe parce qu'il enrichit les gros fermiers et les propriétaires, note 210 et 211. Quant aux fermiers, il n'est pas de méthode plus ingénieuse pour maintenir son personnel de travailleurs bien au-dessous du niveau normal, tout en laissant toujours à sa disposition un supplément de bras applicable à chaque besogne extraordinaire pour obtenir beaucoup de travail avec le moins d'argent possible, note 212, et pour rendre superflus les adultes mâles. On ne s'étonnera plus, d'après les explications données, que le chômage plus ou moins long et fréquent de l'ouvrier agricole soit franchement avoué, et qu'en même temps, le système des bandes soit déclaré nécessaire sous prétexte que les travailleurs mâles font défaut et qu'ils émigrent vers les villes. Note 213. La terre du Lincolnshire nettoyée, ses cultivateurs souillés, voilà le pôle positif et le pôle négatif de la production capitaliste. Note 214.